Bonjour et bienvenue au 4e épisode de la Ronde NBA, le podcast qui fait le tour de la NBA quotidiennement. Résultats, news, réactions, tendances, etc. Tous les jours, je vous apporte les infos de la NBA. Un petit mea culpa, je pensais pouvoir faire le 4e épisode sur le match Portland Trail Blazers Golden State Warriors, malheureusement dû à un souci technique sur le site NBA League Pass, je n'ai pas pu voir la deuxième partie du match, ce qui est quand même assez embêtant pour vous faire les commentaires. En ce mardi 12, je vais y arriver, 12 décembre 2017, il y avait 7 matchs au programme. Atlanta se déplaçait aux Cavaliers, Denver se déplaçait chez les Pistons, les Lakers se déplaçaient à New York, Washington se déplaçait à Brooklyn, les Spurs se déplacent aux Mavericks et les Sixers se déplacent aux Timberwolves, ainsi que les Phoenix Suns qui se déplaçaient aux Kings. Le premier match de la soirée opposait donc les Atlanta Hawks aux Cleveland Cavaliers et le match se déroulait à Cleveland. C'est Atlanta qui a dominé, je dis une bêtise, Atlanta et Cleveland. Dans le premier match de la soirée, les Atlanta Hawks se déplaçaient aux Cleveland Cavaliers. Et le premier carton fut un carton à haut scoring puisque les deux équipes ont terminé à égalité 31 partout. Puis dans le deuxième carton, c'est Cleveland qui a écrasé Atlanta 31-17. On peut dire que Cleveland était très régulier puisqu'ils finissent à la mi-temps 62-48 avec donc 14 points d'avance, ce qu'ils vont encore accroître dans le troisième carton puisqu'ils remportent ce carton 32-29. Malgré tout, Atlanta essaiera de réagir dans le quatrième carton et parviendra même à remporter le quatrième carton 22-20. Pour autant, les Cleveland Cavaliers l'emportent 114-99. Les deux meilleurs marqueurs de la partie sont pour les Atlanta Hawks, Taurean Prince avec 22 points et de même 22 points pour LeBron James pour les Cleveland Cavaliers. LeBron James qui distribue aussi 16 passes décisives dans ce match et qui est forcément le plus haut passeur du match. Il y a eu plusieurs joueurs pour Atlanta avec 5 passes. Pour les rebonds, c'est Kevin Love qui attrape le plus de rebonds, 11 pour les Cleveland Cavaliers et pour le match d'ailleurs, puisque pour les Atlanta Hawks, c'est Tyler Cavanaugh, je ne sais pas exactement, Cavanaugh, comment on dit, qui a attrapé 9 rebonds. Les Cleveland continuent leur belle performance du moment depuis que LeBron James a décidé que c'était fini le marasme de début de saison, les excuses bidons et compagnie. Il a remis la machine des Cavaliers en route et aujourd'hui il se situe à un record ou plutôt à un résultat de match de 20 victoires et 8 défaites, leur assurant d'être deuxième de la conférence Est. Et je pense qu'à terme, ils finiront même par remonter sur les Boston Celtics si ça continue. À titre personnel, je tenais à dire que je pense que LeBron James est en train d'effectuer une de ses meilleures saisons. Il est toujours le roi de la conférence Est, si ce n'est de la Ligue. Et malgré le fait que depuis des années, il soit trop souvent oublié en tant que leader de la course au MVP de la saison régulière, il est quand même assez snobé régulièrement, même s'il finit toujours dans le top 5, on va dire, des MVP considérés. Ça fait quand même des années qu'il n'a pas touché un trophée de MVP.
Et je pense que cette année, il a fait en sorte d'avoir tout ce qu'il fallait pour justement pouvoir aller chercher ce trophée une nouvelle fois, sans compter qu'à mon sens, il est en train de préparer l'équipe pour les playoffs et surtout pour affronter Golden State. N'oublions pas d'ailleurs à ce propos que leur première confrontation de la saison entre Cleveland et Golden State aura lieu le lundi 25 décembre, c'est-à-dire le jour de Noël. Le deuxième match de la soirée voyait s'opposer les Denver Nuggets aux Detroit Pistons et le match se déroulait à Détroit. C'est Denver qui a dominé le match de bout en bout, dominant le premier quart-temps 26-18, puis le deuxième 23-22, puis continuant sur le troisième 31-20. Et enfin, ils ont laissé le quatrième quart-temps, en tout cas pour 1 point, aux Detroit Pistons, qui l'emportent 24-23 dans le quatrième quart-temps. Mais la victoire finale est pour Denver, 103-84. Jamal Murray, le petit meneur canadien révélation des 2 dernières saisons, a marqué 28 points, le marqueur le plus important du match. Pour Détroit, c'est Langston Galloway qui a marqué 18 points. Mason Plumlee pour les Denver Nuggets qui remplace, je crois, Millsap, a attrapé 13 rebonds, tandis que André Drummond en a attrapé 10 pour Détroit. Will Barton a distribué 10 passes décisives, tandis que Ish Smith pour Denver, le plus haut passeur, en a distribué 5. À noter que du côté de Denver, 3 des grands joueurs, c'est-à-dire Paul Millsap, Nikola Jokic et Kenneth Farid, n'ont pas joué dans ce match, ce qui est la rotation principale en termes de joueurs intérieurs piliers pour les Denver Nuggets. D'ailleurs, Jamal Murray dans ce match inscrit un des plus beaux dunks de la soirée. Et Denver, en remportant ce match, arrête sa série de matchs sans victoire et du coup reprend un peu d'air dans le classement général de la conférence Ouest, tandis que Détroit, que je me trompe pas quand même entre les deux équipes, tandis donc que Détroit, lui, continue sa descente aux enfers avec donc 7 défaites supplémentaires. Ils sont donc à 7 matchs d'affilée sans victoire. Et c'est donc une véritable descente aux enfers pour Détroit qui était deuxième de la conférence Est et qui aujourd'hui est 7e. Avec un demi-match, à égalité avec les New York Knicks pour la 7e place en fait, et même pour la 6e place avec les Washington Wizards, dont on parlera dans 2 minutes. On dit toujours que arrivé vers Noël, le rideau se lève sur toutes les fausses perceptions qu'on peut avoir en début de saison. Et que on sait à partir de Noël quelles seront les équipes à peu près qui iront au play-off. Bien sûr, c'est un dicton général qui ne s'applique pas du tout à des cas particuliers, puisque par exemple il y a 5 ans, Toronto qui était loin d'être dans les favoris pour atteindre les playoffs, ils venaient d'échanger Rudy Gay et d'un seul coup se mettent à gagner, et tout ce qu'ils ont gagné leur ont permis de terminer, je crois, 4e cette année-là de la conférence Est. Juste pour prouver que, à toute généralité, il y a des exceptions, bien entendu. Pour le 3e match de la soirée, les Washington Wizards se déplaçaient chez les Brooklyn Nets au Barclays Center, donc New York, États-Unis. Et le meilleur marqueur de la soirée est Bradley Beal avec 28 points pour les Washington Wizards, tandis que deux joueurs
des Nets termine avec 16 points. En ce qui concerne les rebonds, c'est Randy Holly Jefferson qui en a attrapé le plus avec 12, tandis qu'il y a au moins 2 joueurs des Wizards qui en a attrapé 9. Bradley Beal est le meilleur passeur pour les Washington avec 4 passes décisives, tandis que Spencer Dinwiddie on a lui distribué 12. Et à l'entame du match, ce sont les Nets qui s'emparent du premier quart-temps, 30-22. Dans le deuxième quart-temps, c'est l'inverse, les Wizards l'emportent 29-21, ce qui nous donne à la mi-temps un score de 51-51. Une parfaite égalité entre les deux équipes. Dans le troisième quart-temps, beaucoup plus serré, les Nets l'emportent 28-27. Puis dans le dernier quart-temps, les Nets font légèrement la différence car ce fut un match à long suspense sur les 3-4 dernières minutes. Donc dans ce dernier quart-temps, les Nets l'emportent 24-20, ce qui nous donne un résultat final de 103-98. À noter que pour les Brooklyn Nets, dû à l'échange de joueurs qui s'est déroulé dans le week-end, en effet, les Brooklyn Nets ont échangé Trevon Booker, Trevon Booker, pour Jaël Okafor et Nicolas Stauskas des Philadelphia Sixers et un second round de la draft. Si Trevor Booker a joué déjà 2 matchs pour les Philadelphia Sixers, ni Okafor ni Stauskas n'ont encore vu les parquets des Nets pour le moment. Du côté des Wizards, il manquait évidemment John Wall, toujours arrêté pour son petit souci au genou. Cela va faire maintenant, je pense, 2 semaines. Ni Ian Mahinmi, ni Sheldon Mack, le point guard, le meneur remplaçant en fait pour Washington normalement. Et Washington, après avoir perdu samedi soir contre les Clippers, perdent encore une fois, 2e match d'affilée. Et ils se retrouvent donc à égalité avec les Detroit Pistons et les New York Knicks pour la 6e, 7e et 8e place de la conférence Est pour le moment. Au moment où je vous parle, les Philadelphia Sixers sont en train de jouer contre les Minnesota Timberwolves et le match n'est pas encore terminé. Dans le 4e match de la soirée qui vient de se terminer lui aussi, les Los Angeles Lakers se déplaçaient aux New York Knicks et un match très équilibré et pour preuve, vous allez voir, premier quart-temps, les Lakers l'emportent 29-25. Dans le deuxième quart-temps, les Knicks l'emportent 25-22, ce qui nous donne à la mi-temps un 51-50 pour les Lakers. Dans le troisième quart-temps, les Lakers emportent le quart-temps 28-26. Dans le quatrième quart-temps, c'est les Knicks qui l'emportent 23-20, ce qui nous donne un résultat après 4 quart-temps de 99 partout entre les deux équipes et donc prolongation. Et durant les prolongations, ce sont les Knicks qui ont fait la différence puisqu'ils emportent les prolongations 14-10 et emportent du coup le match 113-109. La palme du meilleur marqueur du match en revient à Kristaps Porzingis avec 37 points, tandis que Kentavious Caldwell-Pope pour les Lakers marque lui 24 points. Du côté des rebonds, pour les Lakers, c'est Larry Nance Jr. qui en attrape le plus avec 9 rebonds. Alors que du côté des Knicks, à la fois Kristaps Porzingis et Enes Kanter attrapent tous les deux 11 rebonds chacun, bien sûr. Pour les passes, c'est Jarrett Jack, le vétéran, qui domine avec 10 passes décisives, tandis que Lonzo Ball, le soi-disant prodige, qui va bientôt devenir l'ex-prodige si ça continue, distribue 6
passes décisives pour les Lakers et donc le meilleur passeur pour les Lakers. Cela dit, dans ce match, Lonzo Ball a montré toute sa versatilité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. En 39 minutes, forcément il y a eu des prolongations, donc il a joué longtemps. 39 minutes, il a marqué 17 points, attrapé 8 rebonds, distribué 6 passes décisives. Il a piqué 2 ballons, il a même réalisé un contre. Il a été à 6 sur 13 au tir et dont 3 sur 6 au 3 points. Kyle Kuzma, son partenaire de crime, on va dire, dans le sens où ils ont tous les deux été draftés au premier tour de la draft cette année, a joué lui 29 minutes, a inscrit 19 points, il venait du banc, il faut le dire, a attrapé 6 rebonds, une passe et 2 contre. Il a été quasiment aussi bon que Lonzo Ball, puisque il a été à 8 sur 17 au tir et 3 sur 6 lui aussi aux 3 points. Grâce à cette victoire, les New York Knicks se maintiennent dans la course aux playoffs, bien entendu. Dans le 5e match de la soirée, les San Antonio Spurs se déplaçaient à Dallas pour affronter les Mavericks. Dans le premier quart-temps, ce sont les Mavericks qui dominent 30-23. Dans le deuxième quart-temps, les Spurs reprennent un peu vie, 21-16, ce qui nous donne un score à la mi-temps de 44-46 en faveur des Mavericks. Dans le troisième quart-temps, les Spurs continuent à dominer légèrement. Ils gagnent ce quart-temps 25-21. Mais dans le dernier quart-temps, et surtout puisque je viens de voir la fin du match, en tout cas la fin du troisième quart-temps et et tout le quatrième quart-temps, les Mavericks se sont bien réveillés et leur défense, qui est dans le top 5 de la ligue pour le mois de décembre, soyons bien d'accord, pour le mois de décembre, parce que c'est quand même en termes de classement, une des équipes les plus au fond du classement dans toute la ligue. Mais là, depuis le mois de décembre, ils ont une des meilleures défenses. Et là, en l'occurrence, leur défense leur a permis de cadenasser le quatrième quart-temps 28-20 et d'emporter le match 95-89. À noter que ce match marquait le grand retour cette saison pour la première fois de Kawhi Leonard, l'impressionnant ailier fort des Spurs. Il a été, je crois, défenseur, élu meilleur défenseur de la ligue une année, je me souviens pas si c'est 2, mais au moins une année, et un des meilleurs marqueurs aussi de la ligue, puisque l'année dernière il a terminé dans le top 10 des marqueurs, je crois. En ce qui concerne les stats des meilleurs joueurs de la soirée pour ce match, LaMarcus Aldridge a marqué 23 points et le meilleur marqueur de la soirée, enfin du match. Il est aussi le meilleur rebondeur avec 13 rebonds. Pour les Mavericks, c'est Harrison Barnes qui est le meilleur marqueur avec 17 points et le meilleur rebondeur est Dwight Powell avec 12 points, le Canadien. Pour les passes décisives, c'est Gigi Barea qui distribue 6 passes décisives et donc le meilleur passeur de la soirée. Et de l'autre côté pour les Spurs, c'est Bryn Forbes avec 4 passes décisives. Ce qui me fait d'ailleurs checker le tableau total dans la feuille de match. Et effectivement, les Spurs ont eu un très mauvais match, puisqu'ils n'ont eu que 20 passes décisives dans ce match. Voilà, les gens, si vous connaissez rien à la NBA et rien aux Spurs, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il me raconte, 20 passes décisives, c'est très bien. Non, c'est très peu pour les Spurs.
J'avais entouré, depuis que je savais que Kawhi Leonard revenait ce soir, j'avais entouré ce match et pour le regarder. Et j'avoue, je ne suis pas déçu puisque si c'était son retour, je m'attendais à un flottement de la part de l'équipe au sens général, puisque Kawhi est un joueur qui prend de la place. Naturellement, il prend de la place, il n'y a qu'à voir. Il a joué seulement 15 minutes, il a marqué 13 points, attrapé 6 rebonds, une passe décisive, un ballon volé et un contre en 15 minutes. C'est pour vous dire si le petit gars, il est productif. Et vous voir, il a des mains de géant. Il a vraiment des mains de géant. Je crois qu'il a les mains les plus grandes de la NBA, alors qu'il est loin d'être le plus grand joueur. Et la défaite des Spurs qui met un terme à leur série de 4 victoires d'affilée. Cela dit, ils sont bien ancrés en 3e place de la conférence Ouest. Et je suppose que dès que Kawhi va avoir trouvé ses marques et qu'il pourra jouer un match complet sans restriction de minutes, l'équipe devrait retrouver rapidement un semblant de cohérence leur permettant de se remettre en marche pour gagner le plus de matchs possible en saison régulière, comme c'est le cas depuis 20 ans, puisque je crois que c'est la 21e ou 22e même saison depuis que Popovich a pris la tête de l'équipe en tant que coach. Et la victoire des Dallas Mavericks qui leur permet d'arrêter une petite série de 3 matchs sans défaite. Bon, ils sont toujours à 8 et 20, ce qui les place allons pas trop vite, ce qui les place 3e dernier de la ligue au général et toujours bon dernier de la conférence Ouest. Dans le 6e match de la soirée, les Phoenix Suns affrontaient les Sacramento Kings à Sacramento. Phoenix est l'adversaire de demain des Toronto Raptors et donc les Raptors pourront se reposer et seront à Phoenix avant même les Suns. Du côté des Suns, Devin Booker ne joue pas ce match, toujours blessé. Il s'était blessé, si vous vous en souvenez, dans le match les opposants aux Raptors à Toronto. Greg Monroe ne joue pas non plus dans ce match, leur pilier. Il semblerait pour Sacramento que tous les joueurs étaient présents, aucune blessure à déclarer. Les Suns ont mené d'entrée de jeu dans ce match et quasiment tout le premier quart-temps. Ils remportent ce quart-temps 23-10, sachant qu'ils avaient réussi à avoir creusé un écart de 10 points juste avant la fin de ce quart-temps et se sont fait rattraper par les Kings. Dans le deuxième quart-temps, c'est l'égalité parfaite, 28-28. Et donc à la mi-temps, les Suns mènent 52-49. Dans le troisième quart-temps, ce sont les Kings qui l'emportent 25-23. Et enfin, les Kings l'emportent dans le quatrième quart-temps 25-18 et remportent le match 99-92. Les deux meilleurs marqueurs du match sont TJ Warren pour Phoenix et George Hill pour Sacramento. Le meilleur rebondeur est Tyson Chandler pour les Phoenix Suns et pour le match. Du côté de Sacramento, c'est Costa Koufos avec 8 rebonds. Au niveau des passeurs, Mike James 5 passes et Zach Randolph 5 passes également. C'était un duel de dernier du classement de la de la conférence Ouest, dont Sacramento sort victorieux et Phoenix se retrouve dans une série de 4 matchs sans victoire pour affronter demain les Toronto Raptors. Enfin, en l'occurrence, ce soir, vu l'heure qu'il est. Et dans le dernier match de la soirée, les 76ers de Philadelphie se déplaçaient à Minnesota pour affronter les Timberwolves. Deux équipes très jeunes, très
prometteuse avec des joueurs comme Joel Embiid, Ben Simmons, Markelle Fultz, Timothy, le jeune ailier français ou arrière selon la position à laquelle il joue, mais comme Ben Simmons joue meneur et qu'il a une taille de 2m05, 2m08 je crois, du coup Timothée se retrouve à jouer l'ailier. Et pour Minnesota, on retrouve des joueurs quand même comme Karl Anthony Towns, premier choix de la draft il y a quelques années, Andrew Wiggins, la star canadienne draftée numéro 1, lui aussi, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais où LeBron James retournait à Cleveland. D'ailleurs, Andrew Wiggins vient de signer une extension de 150 millions de dollars, ou 140 millions de dollars, enfin dans ces ordres de grandeur là pour les 5 prochaines années avec Minnesota. Bien sûr, ils ont échangé pour Jimmy Butler à l'intersaison. Ils ont embauché Jeff Teague, ils ont embauché Taj Gibson, ce qui leur donne un 5 de départ qui est plutôt bon, et au classement général, ils sont plutôt très bien placés à l'ouest, étant donné qu'ils sont, je crois, 4e aujourd'hui. Bien sûr, pour Philadelphie, Markelle Fultz ne joue pas, toujours blessé à l'épaule. Mais Joel Embiid, qui était en dehors des parquets à cause d'un petit souci, je crois, au niveau du genou, est là bien présent pour ce match, aux côtés de Ben Simmons. Et je dis une bêtise, attendez, je vérifie quand même. Effectivement, Joel Embiid a joué hier soir aux côtés de Ben Simmons. J'avais un doute, mais en fait, pas du tout. Vous verrez, je fais le podcast juste après sur le match. Et cette fois-ci, j'ai bien vérifié que j'avais tout le match sur NBA League Pass avant de prédire que j'allais faire le podcast. Et les Sixers démarrent timidement le match puisqu'ils perdent le premier quart-temps 20-27 pour les Timberwolves. Ils remportent le deuxième 28-24 mais accumulent un retard de 3 points à la mi-temps avec un 51-48 pour les Timberwolves. Dans le troisième quart-temps, c'est un peu une égalité, 26-25 pour Philadelphie. Dans le quatrième quart-temps, 26-24 pour Philadelphie, ce qui nous donne un résultat à la fin du temps réglementaire de 100 partout. Et donc le match a été aux prolongations, et durant les prolongations, c'est les 76ers qui l'emportent 18-12 et qui remportent le match 118-112. Une très belle victoire pour les 76ers face à une équipe en pleine montée eux aussi. Le meilleur marqueur du match et sans doute l'homme du match, c'est Jimmy Butler malgré la défaite. Avec 38 points pour Philadelphie, c'est Joel Embiid qui en marque 28 et qui attrape aussi 12 rebonds, mais Karl Anthony Towns réalise une meilleure performance au rebond avec 16 rebonds. Philadelphie a plusieurs joueurs à 8 passes décisives, alors que pour Minnesota, c'est Jamal Crawford qui en a 5, ce qui démontre à quel point la circulation de balles à Minnesota n'est pas encore au point. Et effectivement, en regardant la feuille de match, ils n'ont que 19 passes dans ce match, ce qui, dans la nouvelle génération de NBA, les nouveaux systèmes où le ballon circule de plus en plus, pour trouver le meilleur joueur, on joue beaucoup et sans doute que les connaisseurs le remarqueront, aujourd'hui la NBA joue beaucoup sur le type de jeu Popovich, c'est-à-dire on passe la balle jusqu'à temps qu'on trouve le meilleur shoot disponible et surtout entièrement confiance dans ses partenaires pour justement shooter et ne pas avoir peur de passer la balle, de savoir qu'on va la recevoir. Et on voit que Thibodeau ne joue pas dans ce système-là, ce n'est pas sa façon de travailler, ce n'est pas un coach en offense, même si on doit bien dire que depuis qu'il est arrivé à Minnesota, le côté défense
de ce coach n'est pas ce qu'appliquent réellement les Minnesota Timberwolves. En ce qui concerne le classement général de la conférence Est, cela ne bouge pas. Boston toujours premier, Cleveland deuxième, Toronto troisième, Milwaukee quatrième, ensuite Indiana cinquième. Et derrière cela s'est resserré puisque Washington, Philadelphie, Détroit et New York, les New York Knicks, sont tous à égalité avec 14 victoires et 13 défaites, suivis de très près par Miami, qui a une fiche de 13-13. À noter que les Chicago Bulls ne sont plus derniers de la ligue. La palme revient dorénavant à Atlanta, puisque Chicago a gagné 3 matchs d'affilée, et cela leur permet d'être 6-20, alors qu'Atlanta sont 6-21. En ce qui concerne la conférence Ouest, cela ne change pas non plus en haut de tableau. Houston premier, Golden State deuxième, San Antonio troisième, Minnesota quatrième, Denver cinquième. Nouvelle-Orléans et Portland sont à égalité pour la 6e place avec tous les deux... oui, ils sont à égalité, mais il y a une équipe, donc les Pelicans sont à 14-14 alors que les Blazers sont à 13-13. 8e toujours Utah avec 13-14 et 9e Oklahoma avec 12-14 alors que les Clippers se rapprochent un petit peu à 10-15, les Lakers 10-16 et le bas de tableau continue. Il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est que Memphis passe 14e à 8-19. Les topic shows maintenant de la NBA pour les derniers jours. Il s'agit évidemment de Oklahoma City qui n'arrive pas à sortir de son marasme depuis le début de la saison. Ils sont toujours en négatif avec 12 victoires et 14 défaites. On est rendu à 26 matchs dans la saison et il semble que les 3 stars de Oklahoma n'aient toujours pas réussi à trouver un terrain d'entente sur le terrain. Et c'est réellement un problème de offense puisque au niveau de la défense, ils sont par exemple la 2e défense qui alloue le moins de points aux adversaires. Les premiers étant San Antonio et les 2e Oklahoma City, alors que les 3e sont Utah. Par contre, au niveau des points marqués, ils n'ont qu'un différentiel de 2 points. Et ce qui est marrant pour une équipe qui est en négatif en termes de victoire, puisqu'ils sont en positif, en différentiel entre les points marqués et points encaissés. Donc c'est vraiment un problème lié à l'entente sur le terrain, à la distribution du ballon, mais aussi surtout à qui c'est le moment de shooter. Et je pense que quand on a 3 joueurs aussi ballon dominants que le sont Russell Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony, ce n'est pas étonnant. Alors je tiens à rappeler, parce que j'entends effectivement moi qui écoute beaucoup de radio, beaucoup de choses comme ça, d'émissions sur la NBA, j'entends beaucoup de choses sur Oklahoma. Par contre, je rappellerai à tout le monde qu'il y a 4 ans, oui, quasiment à la même période, les Brooklyn Nets, qui étaient composés de Deron Williams, Joe Johnson, Pierce et Kevin Garnett et Brook Lopez, qui sont quand même 5 gars qui étaient des All-Stars, donc c'était vraiment un Big Five. Pendant tout le début de la saison, ils étaient pareils, aux alentours de 50% de victoires, 50% de défaites. Et à partir de Noël, début de l'année, ils ont commencé à gagner des matchs, à n'en plus finir. Si je me souviens bien, il y a certains mois où ils ont fini avec uniquement Non, ils n'ont pas fini avec uniquement des victoires, parce que je me souviens qu'ils ont perdu 2 fois contre Toronto entre le premier de l'an et le All-Star, donc en 1 mois et demi à peu près. Mais c'était leurs 2 seules défaites de la saison. Enfin, de la saison de ce mois-là, et donc ils étaient rentrés dans un 13-2, ce qui les avait amenés et propulsés
Ah là, je crois qu'ils avaient réussi à terminer du coup à la 5e place de la conférence Est cette saison-là. Donc pour ma part, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'ils vont réussir à trouver la solution. Je pense que c'est juste un petit souci de vraiment s'entendre correctement sur le terrain. Et une fois qu'ils ont commencé à dominer le match, parce que comme souvent, ils sont une des meilleures équipes en première mi-temps. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'ils n'arrivent pas à finir les matchs. Et donc, je pense réellement que c'est un problème de motivation à dire, ok, en deuxième mi-temps, on tape comme il faut dans l'énergie, on y va et pour enfoncer le clou. Et c'est un des soucis souvent qu'ont des équipes. D'ailleurs, Toronto a régulièrement le même problème. C'est-à-dire que quand on mène, ok, on gère l'avance qu'on a. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut pas gérer l'avance qu'on a jusqu'à 40 à la dernière, au coup de sifflet final, jusqu'à la dernière seconde des 48 minutes. Il faut enfoncer le clou, quitte à humilier l'équipe adverse de 60-70 points, c'est pas grave. Au moins affirmer que on est l'équipe dominante sur le terrain. Et Oklahoma ne sait pas faire ça. Ils sont une des meilleures équipes en première mi-temps et en deuxième mi-temps, souvent d'ailleurs dans le quatrième quart-temps, ils s'écroulent complètement. Ce qui est quand même dommage, sachant qu'ils ont une des meilleures défenses de la ligue. C'est dommage, mais pour ma part, je ne trouve pas ça inquiétant. Aujourd'hui, il y a plein de rumeurs comme quoi Oklahoma va casser du coup ce qu'ils ont monté il y a à peine 2 mois, puisqu'ils ont échangé pour Carmelo Anthony, je crois que ça doit être fin septembre ou tout début octobre. Donc ça fait 2 mois et demi qu'ils ont acquis Carmelo. Ils ont acquis Paul George juste après la draft. Bref, il y a des choses qui me font dire que stop, il faut arrêter de croire que tout fonctionne comme ça. Aucun des joueurs sur le terrain n'est LeBron James et peut imposer aux autres de dire bon, hey, c'est moi le joueur dominant, je vais vous distribuer la balle, vous inquiétez pas, vous aurez suffisamment de toucher de ballon pour pouvoir marquer et inscrire vos paniers, vos points, votre feuille de match, etc. sera la même. Bon, ça c'est des choses, on l'avait vu aussi à Miami avec le Big Three, les Heatles, quand Chris Bosh a débarqué à Miami avec Dwayne Wade et LeBron James, il a fallu bien entendu qu'ils se disent bon bah je vais moins marquer, je vais moins pouvoir faire ce que je voulais comme il le faisait quand il jouait à Toronto puis qu'il était la superstar de Toronto. C'est normal, tu arrives dans une équipe où il y a d'autres superstars, il y a un moment donné il faut définir ok, la méga star de l'équipe, c'est lui, c'est le mec qui est capable de créer, etc. On va le suivre, il va nous emmener. Le truc est que cette année, on a l'impression, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que Russell Westbrook, qui était MVP l'année dernière et qui était astronomique, je veux dire, le gars était vraiment astronomique pendant une saison, c'est étonnant qu'il ne laisse pas Russell Westbrook dire « Ok, je suis le leader, d'abord parce que c'est mon équipe et que j'ai été drafté par cette équipe et que j'y suis resté, contrairement à Kevin Durant par exemple, et que quand on amène Paul George et Carmelo Anthony, certes, il va falloir que je fasse attention à ce que je fais et que je vous laisse plus de possession, mais par contre, quand il y a besoin d'aller au charbon, je vais aller au charbon, et si vous êtes démarqué, et si vous faites en sorte de vous démarquer, de couper les lignes, etc., je vais vous passer le ballon pour que vous puissiez aller marquer et qu'on gagne des matchs. Et en l'occurrence, ça, ils n'ont pas encore trouvé la recette pour ça, jusqu'aujourd'hui, puisqu'ils, bien entendu, ils sont à 12 victoires et 14 défaites, c'est pour dire à quel point ils n'ont pas encore trouvé la chose. Et ce qui est étonnant, c'est que quand ils jouent des très bonnes équipes, comme quand ils ont joué les Golden State Warriors, ils ont réussi à trouver cette formule-là. Alors je pense qu'ils vont réussir à le trouver encore longtemps. Autre topic du moment, puisque j'ai lu, tout du moins j'ai écouté un article ces derniers temps à ce sujet, c'est à propos des Boston Celtics. Il faut savoir que les Boston Celtics, en début de saison, avaient allouaient
enfin ils autorisaient en fait, on va dire ça comme ça, les équipes adverses à marquer en moyenne 80, je crois que ça devait être 92, entre 92 et 94 points par match, surtout dans leur grande série de 15 ou 16 matchs d'affilée gagnés. Par contre, depuis, il faut le savoir, c'est qu'ils ne sont plus une des meilleures défenses de la ligue. Ils ont en décembre une moyenne de points alloués aux adversaires supérieure à 102 points par match. Donc, est-ce que les Boston Celtics vont continuer sur leur lancée, ou est-ce qu'il y aura sans doute des équipes qui vont commencer à réaliser à quel point ils peuvent les battre en allant comme ça? Et puis, ce n'est pas l'équipe la plus dominante offensivement, même si ils sont plutôt bons. C'est une équipe qui marque une moyenne de 103 points par match, ce qui est loin derrière par exemple, 115 de moyenne de Houston, 117 de moyenne pour Golden State, ou les 111 et 110 de Toronto et Cleveland. Boston n'est pas un juggernaut offensive, leur grand atout est la défense, donc si leur défense commence à faiblir, ça risque d'être un problème. Deuxième chose vis-à-vis de Boston, ils ont beaucoup de rookies. Donc, une chose à savoir avec les rookies, c'est que pour tout rookie, il y a un certain mur dans la saison, à un moment donné où tu te fatigues. Tu ne peux plus suivre le rythme imposé, c'est quand même 82 matchs, c'est-à-dire un match quasiment tous les 2 jours, voire des matchs qui se suivent. Bon, c'est vrai que la Ligue a fait un gros effort, enfin la Ligue en général, sur la répartition des matchs. Il y a beaucoup moins de back-to-back, et puis surtout, il y a beaucoup moins de back-to-back, un jour de repos, back-to-back derrière, c'est-à-dire 4 matchs, oui c'est ça, 4 matchs en 5 jours. Ça a été éliminé par exemple cette année, donc il n'y a plus cette excuse-là de se dire je vais être fatigué, etc. Par contre, le rythme soutenu, il faut se déplacer, il faut prendre sa valise, retourner, allez hop, on déménage, etc. Enfin déménage, c'est un grand mot, mais effectivement une équipe ça déménage quand ça change de ville pour aller affronter sur la route une autre équipe, puisqu'il y a quand même toute une organisation qui se déplace avec les joueurs. Le nombre de coachs, le nombre d'assistants, la logistique, etc. C'est quand même vraiment un gros déplacement et un déménagement finalement avec le quart, les 2 quarts. Je vois Toronto, ils se déplacent avec 2 quarts, donc c'est quand même assez impressionnant comme logistique. Tout ça pour dire que le fameux mur des rookies est un mur existant, avéré, je veux dire statistiquement ça se voit, c'est très rare qu'un rookie n'ait pas au bout de 30-40 matchs dans la saison atteint ce mur et que ça pose un problème, puisque après il est complètement à l'ouest. Donc, un joueur qui ne sera sans doute pas concerné cette année, par exemple, c'est Ben Simmons, qui a déjà vécu ça l'année dernière, puisqu'il ne jouait pas, il était blessé, mais il a vécu quand même avec l'équipe, il a vécu tous les petits préparatifs, les choses, il a eu le temps de s'adapter pendant qu'il était blessé à la vie NBA, parce que ça c'est une chose dont on parle rarement, mais quand tu passes d'une vie au collège où tout est fait pour toi et où t'as quasiment pas de sous, puisque généralement ce sont des mecs, ces joueurs-là, ce sont quand même des gens qui sont pas riches à la base, à part, je pense à des fils de joueurs ou d'anciens joueurs, etc., mais du coup, ils arrivent, hop, ils ont beaucoup de sous d'un seul coup, puisque c'est quand même des contrats, hein, on le sait, la moyenne de contrats dans la NBA, c'est entre 4,5 millions et 5 millions à l'année. Et pour les rookies, le minimum pour un premier choix de draft, c'est-à-dire les 30 premiers sélectionnés de la draft, c'est quand même aux alentours d'1,2 million, je crois, par an. Donc 1,2 million de dollars, je veux dire, ça vous permet quand même de bien vivre. Bon, et même les seconds rounds, les seconds choix de la draft, donc au 2e tour, ont un salaire aujourd'hui entre 800 000 et 1 million, je crois, en moyenne. Ce qui est quand même un grand changement, et c'est un changement auquel il faut s'habituer. La tornade médiatique aussi, il faut s'habituer tous les jours, etc.
Et puis il faut faire attention. Et puis il y a les réseaux sociaux maintenant. Et puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui font que ce mur existe et que ça crée une fatigue pour les joueurs. Donc je parle de tout ça pour dire quoi? Pour dire que Boston, qui est composé essentiellement de rookies, va avoir à un moment donné un problème avec ce fameux mur de rookies. Cela dit, si je comprends à peu près comment fonctionne Brad Stevens, je pense que c'est pour ça qu'il fait jouer 10, 12, voire 13 joueurs généralement dans ses matchs, ou tout du moins dans sa rotation. C'est justement pour empêcher qu'un joueur n'entraîne un rookie, n'entraîne les autres rookies dans cette espèce de mur ou marasme de milieu de première saison en NBA. Mais mine de rien, cela risque de se ressentir à un moment donné sur les résultats. Alors je sais qu'ils sont toutes vapeur en avant pour obtenir encore une fois et consécutivement la première place de la conférence Est, mais je pense qu'ils vont déjà d'une se faire attraper par Cleveland et de deux perdre du rythme. Ils ont eu un des calendriers de début de saison les plus faciles de l'histoire de Boston. C'est une chose que j'ai lu dernièrement, je crois qu'ils ont eu les 20 premiers matchs de leur saison. Ils sont dans les 10 débuts de saison les plus faciles depuis le début de l'histoire de la NBA. Alors comment c'est calculé, je peux pas vous dire, c'est vis-à-vis de qui est-ce qu'on affronte. Donc est-ce qu'on affronte des équipes qui sont des équipes qu'on dit qui tankent, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire tanker? Ça veut dire chercher à obtenir un bon placement à la draft, donc c'est-à-dire perdre volontairement des matchs en ayant très peu de stars dans ton équipe, voire même pas du tout, et faire du développement de joueurs pour arriver à recréer une dynamique pour ton équipe. Bref, Boston a joué contre beaucoup d'équipes qui étaient dans cette dynamique-là ou qui étaient en recherche de quelque chose cette saison, ne sait-on sait pas vraiment. Bref, tout ça pour dire que en dehors du match de début d'ouverture de saison contre Cleveland, d'ailleurs qu'ils ont perdu le jour où Hayward s'est blessé, plus le fait qu'ils aient gagné de 1 point, d'ailleurs contre Toronto, ils ont gagné aussi de 1 ou 2 points, je crois, contre Golden State. Mais ils étaient dans leur dynamique de victoire d'affilée. Et je pense que ça, c'est important. Il faut se souvenir pourquoi, quand on rentre dans une espèce de dynamique comme ça fonctionne. Bref, pour moi, Boston, c'est l'équipe qui, comme Détroit, en début de saison, démarre super fort et risque d'avoir à un moment donné un gros retour de bâton dans la tronche et les voir chuter un petit peu au classement. En tout cas, je n'en serais pas étonné. Ça n'a rien à voir avec mon affection pour Toronto ou est-ce que je pense que Toronto va finir premier. Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne pense pas que Toronto finira premier. Mais je pense que Boston va avoir un moment où ils vont avoir ce flottement pendant quelques matchs, peut-être pendant 5 matchs, peut-être pendant 10 matchs, qui va faire qu'ils vont rentrer dans le rang des équipes de la conférence Est et laisser Cleveland ils le laisseront pas, mais Cleveland prendra du coup le relais. Quand on voit comment Cleveland est lancé maintenant, la machine est lancée et ils ont toujours pas récupéré Isaiah Thomas. Imaginez quand ils auront Isaiah Thomas sur le terrain avec LeBron James qui distribue le ballon, ça risque d'être assez terrible comme offense. Donc c'est pour dire que je pense que Boston va rentrer dans le rang. Il faut pas penser que parce qu'ils sont premiers de la conférence Est, ils vont rester premiers toute la saison. En tout cas, je ne le pense pas. Après, je ne suis pas devin, donc je ne m'avance pas, mais j'ai quand même en tête cette idée-là que on va bientôt atteindre. Boston, en termes de nombre de matchs joués, a déjà dépassé le tiers de la saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. On a déjà dépassé le tiers de la saison. Bref, tout ça pour dire que je ne pense pas que Boston arrivera à faire par exemple 60 victoires cette saison. Je pense que ce sera moins que ça. Ceci dit, c'est une très bonne équipe qu'il faut prendre très au sérieux et qui est certainement dans mon top 4 des équipes qui vont atteindre la finale dans la conférence Est, même si forcément il y a Cleveland. Et je parle bien de finale de conférence, pas de finale de la Ligue.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour le commentaire du match. Ah oui, j'oubliais les commentaires du match entre Philadelphie et Minnesota. Deux équipes très jeunes qui montent et qui montent. Donc la ronde NBA tout de suite, dans quelques heures de retour pour un 5e épisode spécial Philadelphie-Minnesota. À tout de suite, c'était Cédric Thévenon. Ciao!